Introduction. Pourquoi les croyances comptent? Il y a dans chaque être humain un ensemble invisible fait de phrases, d'images, d'émotions. Ce sont nos croyances. Elles vivent en nous comme des petits programmes silencieux, des filtres qui colorent tout ce que nous voyons. Elles décident avant nous ce que nous jugeons possible, mérité, dangereux ou beau. Elles sont comme le vent, on ne les voit pas, mais on sent leur effet partout. Nos croyances bâtissent des mondes entiers, certains ouverts, lumineux, féconds, d'autres étroits, étouffants, presque hermétiques. Elles sont à la fois notre ancrage et notre prison. Et le plus souvent, nous ne les voyons même pas. Nous les confondons avec la réalité, comme si elles étaient le monde alors qu'elles ne sont que notre manière de le lire. Il y a des croyances que l'on choisit consciemment et d'autres qui s'invitent sans prévenir. Celles héritées de notre famille, de notre culture, de notre langue. Elles se transmettent comme des mélodies qu'on fredonne sans savoir qui les a écrites. Certaines nous portent, tu peux y arriver, d'autres nous paralysent, ce n'est pas pour toi. Et entre les deux, il y a toute une nuée de convictions minuscules qui forment la toile de fond de nos vies. Ce livre est une invitation à explorer cette toile, non pas pour la juger ni pour tout effacer, mais pour apprendre à la lire, fil après fil, et peut-être à la réécrire. Il ne s'agit pas de croire moins, mais de croire mieux, de choisir consciemment les pensées qui nous servent plutôt que celles qui nous enferment. Nous parlerons science, bien sûr, car les croyances ont leurs racines dans le cerveau. Nous parlerons aussi d'histoire, de culture, de thérapie, d'art, de spiritualité. Car comprendre nos croyances, c'est comprendre comment nous tenons debout dans le monde. C'est regarder en face de cette étrange mécanique intérieure qui peut, tour à tour, guérir ou détruire, ouvrir ou refermer. Et puis, il y a une chose essentielle. Les croyances ne se changent pas par la force, elles se transforment par la curiosité. Quand on s'arrête, qu'on observe, qu'on écoute la petite voix intérieure qui dit « c'est comme ça », alors doucement on peut lui répondre « et si ce n'était pas tout à fait comme ça ?» C'est dans cet espace de questionnement que naît la liberté. Ce livre n'est pas un manuel au sens sec du terme, c'est un compagnon de route. Il alternera entre théorie, exemples et exercices. Tu y trouveras des clés pour comprendre d'où viennent tes croyances, comment elles se forment, comment les reconnaître et surtout comment les transformer. Certains chapitres t'inviteront à réfléchir, d'autres à ressentir et d'autres encore à expérimenter. Alors prends ce livre comme un miroir. Il ne te dira pas quoi penser, il te montrera comment tu penses. Et peut-être qu'en cours de route, tu découvriras que ta réalité n'était pas si rigide qu'elle en avait l'air, qu'elle pouvait se plier, s'élargir, respirer, comme une fenêtre qu'on ouvre enfin après des années de buée. Bienvenue dans ce voyage à travers les croyances, ces petites histoires que nous appelons notre vérité, et si la tienne, justement, n'était qu'en train d'évoluer. Chapitre 1. Qu'est-ce qu'une croyance? Si je te demandais maintenant, qu'est-ce qu'une croyance? Tu pourrais me répondre instinctivement, c'est une idée à laquelle je tiens. Et tu aurais raison. Mais ce serait un peu comme dire que la mer c'est de l'eau, vrai mais incomplet. Une croyance c'est bien plus qu'une pensée. C'est une pensée à laquelle on accorde du pouvoir. Elle n'a pas seulement une forme, elle a une densité. Elle s'imprime dans le corps, influence nos émotions, notre posture,
parfois même notre respiration. Quand je crois profondément que je ne mérite pas d'être aimé, mon cœur se ferme un peu avant même que quelqu'un s'approche. Quand je crois que je peux y arriver, mon corps entier devient moteur. La croyance agit comme une commande interne, invisible mais redoutablement efficace. Les philosophes en ont beaucoup parlé. Descartes voulait croire ce qui était évident. Nietzsche lui affirmait que croire, c'était choisir la vie malgré l'absurde. Et les psychologues modernes comme Bandura ont observé que la croyance en sa propre capacité, ce qu'il appelait le sentiment d'efficacité personnelle, changeait littéralement la performance. Mais au fond, qu'on soit philosophe, thérapeute ou simple curieux, on finit tous par tomber sur la même découverte. La croyance est un mélange intime de savoir, d'émotion et d'expérience. Elle est le lien entre ce que je pense vrai et ce que je ressens comme vrai. Le cerveau lui adore les croyances, elles lui permettent d'aller vite. Plutôt que d'analyser chaque situation, il s'appuie sur ses raccourcis mentaux. Les gens sont dangereux. Je ne suis pas doué avec les chiffres. La vie finit toujours par s'arranger. 3 phrases, 3 univers. Ces raccourcis simplifient notre rapport au monde, mais ils peuvent aussi nous enfermer. Le cerveau cherche la cohérence plus que la vérité. Il préfère avoir raison que d'avoir tort, même si cette raison nous fait souffrir. Il existe différents niveaux de croyances, certaines sont superficielles, le café c'est meilleur sans sucre, d'autres plus profondes, presque identitaires. Je dois être fort pour être aimé, le monde est injuste, je ne peux compter que sur moi. Plus une croyance est ancienne, plus elle s'intègre à notre personnalité. On ne dit plus je crois que, on dit je suis comme ça. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes, parce qu'à force d'y croire, on finit par devenir ce qu'on pense être. Alors comment savoir si une pensée est une croyance? C'est simple, essaie de la remettre en question. Si elle se défend, si elle résiste, si tu sens une petite crispation, c'est qu'elle a des racines. Une croyance, c'est une idée qui s'accroche à toi et parfois toi à elle. Les croyances ne sont pas nos ennemis, elles sont des tentatives de cohérence, elles nous permettent de naviguer dans le chaos de la réalité sans devenir fou. Mais il arrive qu'un vieux programme utile autrefois devienne obsolète. Et c'est là que commence le travail. Apprendre à distinguer la croyance qui protège de celle qui enferme. Dans les prochains chapitres, nous irons voir d'où elles viennent, ces convictions si tenaces. Comment le cerveau, la culture et l'émotion s'unissent pour les fabriquer. Mais avant d'aller plus loin, retiens ceci. Tu ne choisis pas toutes tes croyances, mais tu peux apprendre à les réviser. Parce que ce que tu crois aujourd'hui n'est peut-être qu'une version provisoire de toi-même. Chapitre 2. Origine et neuromécanismes. Si l'on pouvait observer une croyance au microscope, on y verrait un réseau. Des neurones qui s'allument, des connexions qui se renforcent, des émotions qui colorent le tout. Rien de mystique, rien de magique, juste de la biologie en mouvement. Et pourtant, c'est de cette alchimie électrique que naissent nos vérités les plus intimes. Une croyance commence souvent comme une expérience émotionnelle, un événement fort, une phrase répétée, un regard, une peur. Quelque chose qui s'imprime non pas seulement dans la mémoire, mais dans le corps. L'enfant qui entend 1000 fois « Fais attention, le monde est dangereux » ne retient pas la phrase, il retient la sensation, l'attention, la prudence, la vigilance. Avec le temps, cette sensation devient réflexe et le réflexe devient croyance. Un jour, sans même s'en rendre compte, il pensera « le monde est dangereux ». Et tout son système nerveux dira « oui, c'est vrai ». Le cerveau adore faire des associations. C'est sa manière d'économiser de l'énergie.
À chaque expérience, il relie ce qui arrive à ce qu'il connaît déjà. S'il y a correspondance, il renforce le lien, comme on enfonce un clou un peu plus à chaque coup de marteau. Ainsi se construisent nos croyances, par répétition, par émotion et par cohérence. Sur le plan neurologique, plusieurs zones jouent leur partition. Nous avons l'amygdale, gardienne des émotions, qui enregistre les menaces et les sécurités. L'hippocampe, mémoire des contextes, relie le présent au passé. Et le cortex préfrontal, plus réfléchi, tente de faire la synthèse. Il cherche la logique, la justification. Mais souvent il arrive après la bataille. Nos émotions décident d'abord, la raison explique ensuite. Autrement dit, nous croyons d'abord, nous rationalisons après. C'est pour cela qu'il est difficile de convaincre quelqu'un avec des faits. Les croyances ne vivent pas dans le raisonnement, elles vivent dans l'émotion. Le cerveau ne défend pas une idée, il défend une sécurité intérieure. Changer une croyance, c'est donc quelque part menacer une structure de protection. À cela s'ajoutent les biais cognitifs, ces raccourcis mentaux que notre cerveau adore emprunter. Le biais de confirmation, par exemple, nous sélectionnons instinctivement les informations qui valident ce que nous croyons déjà. Le biais de disponibilité, ce qui nous vient facilement à l'esprit nous paraît plus vrai. Le biais d'ancrage, la première information reçue devient la référence, même si elle est fausse. Ces biais ne sont pas des erreurs, ce sont des stratégies d'efficacité, mais ils ont un effet secondaire. Ils rendent nos croyances auto-renforçantes. Plus on y croit, plus on trouve des preuves, plus on trouve des preuves, plus on y croit. Un joli cercle fermé. La culture ajoute sa couche de vernis. Chaque société transmet ses croyances collectives sur le bien, sur le mal, sur le succès, la beauté, le temps. Elles deviennent des repères invisibles mais puissants. Même notre langue en porte les traces. Un japonais dira le clou qui dépasse appelle le marteau. Un français dira qui ne tente rien n'a rien. Deux phrases, deux visions du monde, deux éducations neuronales différentes. Nos croyances sont donc un entrelac de biologie, émotion et culture. Elles ne tombent pas du ciel, elles se tissent dans la chair et dans la mémoire. Elles sont le fruit d'une longue conversation entre notre cerveau, notre passé, notre environnement. Et la bonne nouvelle, c'est qu'un cerveau, ça apprend. Les connexions peuvent se défaire, se recréer, se renforcer autrement. Ce qu'on appelle la neuroplasticité. Elle nous offre cette merveilleuse possibilité, celle de réécrire nos croyances sans renier notre histoire. Alors, avant de chercher à changer d'avis, il faut d'abord observer comment le cerveau fabrique la conviction. Car comprendre la mécanique, c'est déjà commencer à en reprendre la main. C'est comme apprendre à voir les fils qui tiennent la marionnette. Une fois qu'on les repère, on peut choisir lesquels couper et lesquels garder. Dans le prochain chapitre, nous irons un peu plus loin. Nous apprendrons à classer nos croyances, celles qui nous aident, celles qui nous freinent et celles que nous avons héritées sans les questionner. Parce que pour avancer, il faut d'abord savoir avec quoi l'on voyage. Chapitre 3. Typologie aidante, limitante, culturelle. Toutes les croyances ne se valent pas. Certaines nous font grandir, d'autres nous rapetissent et d'autres encore nous façonnent sans qu'on s'en aperçoive. On peut les comparer à des vêtements. Il y a ceux qui nous vont à merveille, ceux qu'on continue de porter alors qu'ils nous servent et ceux qu'on met parce que tout le monde les porte. Alors tout d'abord les croyances aidantes.
Ce sont les croyances qui nous soutiennent, celles qui ouvrent la respiration. Elles ne promettent pas que tout ira bien, mais elles nous rappellent que nous avons de quoi traverser. Elles peuvent être simples. Je peux apprendre. Chaque erreur me rapproche d'une solution. Je mérite de l'amour. Ces croyances-là nourrissent la confiance, la persévérance, la curiosité. Elles ne sont pas forcément vraies au sens scientifique, mais elles produisent de la vitalité et c'est déjà beaucoup. Le cerveau d'ailleurs adore les croyances aidantes. Elles réduisent le stress, élargissent l'attention et libèrent la dopamine, ce neurotransmetteur du plaisir d'apprendre. Autrement dit, croire qu'on peut aide souvent à pouvoir. Le placebo n'est pas une illusion, c'est une preuve de neuroplasticité en action. Les croyances limitantes. Celles-là, on les connaît bien. Elles sont les gardiennes de nos zones de confort. Ces petites forteresses mentales qui nous protègent mais nous isolent. Je ne suis pas fait pour ça. Je rate toujours tout. Je dois plaire pour être aimé. Ces phrases n'ont pas besoin d'être dites à voix haute pour exister. Elles sont gravées dans la bande sonore intérieure. Elles ne sont pas méchantes, ces croyances. Elles ont souvent été utiles un jour. Elles nous ont peut-être évité la douleur, la honte, le rejet. Mais comme une vieille armure, elles finissent par peser plus qu'elles ne protègent. La plupart du temps, ces croyances limitantes sont inconscientes. On croit décrire la réalité alors qu'on décrit juste son propre filtre. Elles se manifestent par des phrases automatiques, des toujours, des jamais, des c'est comme ça. Et dès qu'on les questionne, elles se crispent. Oui, mais moi c'est différent. Ce oui mais est souvent la voix d'une croyance qui a peur de mourir. Les croyances culturelles. Et puis il y a les grandes, les collectives, celles qu'on n'a pas choisies, mais qui ont modelé notre regard depuis l'enfance. Elles se glissent dans les proverbes, les traditions, les slogans, les contes. Elles disent « Un homme, ça ne pleure pas. Réussir, c'est avoir beaucoup. Les enfants sages ne posent pas de questions. » Ces croyances culturelles ne sont pas forcément fausses. Elles sont juste situées. Elles appartiennent à une époque, à un lieu, à un récit collectif. Elles peuvent être source de cohésion ou d'oppression. Elles nous donnent une appartenance, mais parfois au prix de notre singularité. Changer de culture, voyager ou simplement apprendre une autre langue peut parfois suffire à faire trembler ces colonnes invisibles, comme si l'air du monde redessinait les murs intérieurs. En résumé, les croyances aidantes nous portent, les limitantes nous figent, les culturelles nous relient parfois à notre insu. L'enjeu n'est pas de juger, mais de reconnaître, parce qu'une croyance peut changer de catégorie selon le moment. Ce qui m'a protégé hier peut m'étouffer demain. Ce qui me semblait naïf peut devenir force. Tout dépend du contexte, de l'étape de vie, du sens qu'on y met. Alors, avant de chercher à changer ses croyances, il faut d'abord les identifier, mettre des mots sur ce qui agit en silence. Et c'est justement ce que nous allons faire dans le prochain chapitre. Prépare-toi à devenir ton propre archéologue intérieur. Nous allons fouiller dans les couches mentales, découvrir les phrases enfouies et peut-être entendre pour la première fois ce que tu te dis depuis toujours. Chapitre 4. Identifier ses croyances. Avant de transformer quoi que ce soit, il faut d'abord voir. Et pour voir, il faut ralentir. Identifier ses croyances, c'est comme allumer une lampe dans une pièce qu'on croyait connaître.
On découvre des objets qu'on avait oubliés, des ombres familières et parfois un vieux portrait accroché là depuis toujours. Croyances, on ne les lit pas dans les livres, on les entend dans nos phrases, on les devine dans nos réactions, nos peurs, nos réflexes. Elles sont partout, mais déguisées. Le but de ce chapitre est simple, apprendre à les reconnaître, et pour cela, il existe plusieurs portes d'entrée. Première porte, le langage intérieur. Écoute tes mots. Pas ceux que tu dis pour être poli, mais ceux qui sortent quand tu es fatigué, blessé, frustré. Ils trahissent tes croyances. Les mots toujours, jamais, c'est comme ça, je suis fait comme ça, sont souvent les empreintes d'une conviction figée. Je me rate toujours, je ne tombe que sur des gens compliqués, je ne peux pas changer. À chaque fois que tu prononces une phrase absolue, demande-toi doucement: et si ce n'était pas toujours vrai? Et si c'était vrai seulement dans certaines circonstances? Ce simple déplacement ouvre une fente dans le mur et parfois la lumière passe. Deuxième porte, les émotions répétitives. Les émotions sont les sentinelles de nos croyances. Chaque fois qu'une situation provoque en toi une émotion disproportionnée, colère, honte, peur, découragement, il y a presque toujours une croyance dessous. Essaie d'observer la scène. Ce n'est pas la situation qui te blesse, mais ce qu'elle réveille. Ce n'est pas la personne qui t'agace, mais ce qu'elle vient contredire en toi. Exemple, tu ressens une colère soudaine quand quelqu'un te donne un conseil. Derrière, il y a peut-être la croyance: si on me corrige, c'est que je ne vaux rien. Ces émotions récurrentes sont des panneaux indicateurs. Elles ne disent pas danger, elles disent regarde ici. Troisième porte, les répétitions de vie. Si tu vis sans cesse le même type de situation, les mêmes échecs, les mêmes relations, les mêmes déceptions, ce n'est peut-être pas un hasard. C'est souvent signe qu'une croyance cherche à se confirmer. Le cerveau adore avoir raison. Alors, inconsciemment, il recrée les conditions pour valider ce qu'il croit. C'est ce qu'on appelle parfois la prophétie autoréalisatrice. Si je crois que les autres m'abandonnent toujours, je risque d'agir de façon à les tenir à distance. Et quand ils partent, je me dis: tu vois, j'avais raison. Observer ce schéma, c'est déjà le défaire un peu, car la conscience, elle, ne rejoue pas, elle choisit. Quatrième porte, les exercices de conscience. Voici quelques outils pratiques à écouter et à vivre. Exercice 1, le journal des croyances. Pendant une semaine, note chaque phrase intérieure commençant par « je suis », les gens sont, la vie est. Ne les corrige pas, observe-les. À la fin de la semaine, relis la liste, tu verras se dessiner la carte de ton monde intérieur. Exercice 2. Le questionnement socratique. Prends une croyance qui te semble forte, par exemple « je ne suis pas à la hauteur » et demande-toi: est-ce vrai? Quand ai-je appris ça? À qui appartient vraiment cette phrase? Qu'est-ce qui se passerait si je ne la croyais plus? Laisse venir les réponses sans forcer. L'inconscient répond toujours, mais il chuchote. Exercice 3. Le miroir émotionnel. À la fin d'une journée difficile, revis un moment où tu as ressenti une émotion forte.
Demande-toi, quelle croyance est activée à ce moment-là? Qu'est-ce que cette situation m'a fait croire sur l'autre ou sur le monde? Tu verras que derrière chaque émotion, il y a une phrase, et derrière chaque phrase, une histoire. Identifier ses croyances est un peu comme retrouver des notes oubliées dans une vieille mélodie. Certaines dissonnent, d'autres te touchent encore. Mais tant que tu les ignores, ce sont elles qui jouent à ta place. Reconnaître une croyance, c'est déjà recommencer. Reconnaître une croyance, c'est déjà commencer à en reprendre la baguette. Dans le prochain chapitre, nous verrons comment transformer ces croyances, pas en les effaçant, mais en les apprivoisant. Parce qu'une croyance n'a pas besoin d'être détruite, elle a besoin d'évoluer. Et parfois, il suffit d'un mot, d'un regard, d'un nouvel élan pour qu'une phrase intérieure se mette à dire autre chose. Chapitre 5. Méthode pour transformer. Identifier ses croyances, c'est comme découvrir les plans d'une maison. Transformer ses croyances, c'est apprendre à réaménager les pièces. On ne rase pas tout, on ouvre les fenêtres, on repeint les murs, on déplace les meubles pour mieux respirer. Changer une croyance n'est pas une guerre intérieure, c'est une conversation patiente, fine, parfois drôle. Une croyance ne se combat pas, elle se comprend, puis se rééduque. Première approche, la TCC, la thérapie cognitivo-comportementale. La TCC part d'un constat simple. Ce que nous pensons influence ce que nous ressentons. Et ce que nous ressentons influence ce que nous faisons. Prenons un exemple. Croyance, je ne suis pas à la hauteur. Pensée, je vais encore échouer. Émotion, anxiété. Comportement, j'évite, je procrastine. La TCC nous invite à observer le lien entre ces trois niveaux, puis à tester la solidité de la croyance comme un scientifique curieux qui dit « Et si on faisait une expérience ?» Tu penses ne pas être à la hauteur? Essaie une petite action minuscule juste pour voir. Quand la réalité contredit la croyance, le cerveau commence à douter et c'est une excellente nouvelle. La transformation se fait par l'expérience, pas par la volonté. Chaque fois qu'une nouvelle preuve apparaît, le cerveau recable une connexion. Et petit à petit, la croyance se met à dire « peut-être que je peux ». Et c'est déjà une révolution. Deuxième approche, l'IFS, Internal Family Systems. Cette méthode repose sur une idée merveilleuse. Nous ne sommes pas une personne, mais une famille intérieure. En nous vivent différentes parts. La part protectrice, la part blessée, la part critique, la part rêveuse, et souvent, une croyance appartient à l'une de ces parts. Je dois tout contrôler appartient peut-être à la part protectrice. Je ne vaux rien peut-être à la part blessée. Personne ne m'écoute, la part qui attend encore d'être entendue. L'IFS propose un dialogue intérieur plein de compassion. On ne force rien, on écoute. On entre en relation avec des parts comme on le ferait avec un enfant effrayé. Je t'entends. Je comprends pourquoi tu crois ça. Et si on essayait autrement, juste pour voir. Dans cette écoute, la croyance cesse d'être un mur, elle devient un message. Et quand un message est entendu, il n'a plus besoin de crier. Troisième approche, l'expérience incarnée. Certaines croyances ne se défont pas par les mots mais par le corps. Le corps est la mémoire la plus fidèle de nos croyances. Si je crois que je dois me faire petit, mes épaules se referment. Si je crois que je dois être fort, ma mâchoire se contracte. Le corps répète les phrases qu'on ne se dit plus. Des pratiques comme la respiration consciente, la méditation, la danse ou le yoga peuvent aider à réécrire ces messages silencieux. Car quand le corps découvre qu'il peut bouger autrement, le mental comprend qu'il peut penser autrement. Un souffle plus profond, une posture plus ouverte et soudain l'idée « je ne peux pas » devient « et si, peut-être ».
Quatrième approche, la réécriture symbolique. Une croyance n'est pas une loi, c'est une histoire. Et toute l'histoire peut être racontée autrement. Essaie cet exercice. Écris une phrase qui te limite. Par exemple, je dois tout faire seul. Puis transforme-la en une phrase ouverte. Je peux apprendre à demander de l'aide. Lis-la à voix haute, sens ce que ça fait dans ton corps. Ce n'est pas de l'autosuggestion, c'est une rééducation neuronale. Le cerveau enregistre les nouvelles formulations comme des possibilités réelles. Et plus tu les répètes avec l'émotion, plus elles s'installent. C'est la version poétique mais scientifiquement valide du recablage. Enfin, l'exposition douce. Changer une croyance, c'est souvent se prouver le contraire en douceur. Pas en se jetant dans le vide, mais en avançant pas à pas vers l'inconfort. Celui qui croit « je ne suis pas intéressant » peut commencer par parler un peu plus dans une conversation. Celui qui croit « je ne mérite pas d'être aimé » peut simplement accepter un compliment sans se justifier. Ces micro-expériences sont des semences. À force de répétition, elles deviennent de nouveaux circuits neuronaux, de nouvelles habitudes mentales et au fond, de nouvelles croyances. Changer ses croyances, ce n'est pas trahir qui l'on est, c'est de redevenir l'auteur de son propre récit. Et ce récit-là, plus libre, plus souple, plus vrai, finit par se refléter partout, dans la voix, dans le regard, dans la manière d'être au monde. Dans le prochain chapitre, nous irons écouter d'autres voix, des histoires vécues, des cas cliniques, des témoignages venus d'ailleurs, pour comprendre comment ces transformations se manifestent concrètement dans d'autres langues, d'autres cultures, d'autres vies. Parce que si chaque croyance est personnelle, la liberté, elle, parle toutes les langues. Chapitre 6. Cas cliniques et témoignages multilingues. Les croyances n'ont pas de frontières. Elles changent de langue, de forme, de décor. Mais elles parlent toujours la même émotion, celle de vouloir comprendre le monde et d'y trouver sa place. Dans ce chapitre, je t'invite à voyager. Pas sur une carte, mais à travers des voix venues de plusieurs langues, plusieurs vies. Elles nous racontent comment les croyances se tissent, se heurtent, se transforment. Ferme les yeux un instant. Imagine que tu es dans un train de nuit. Chaque arrêt est une histoire, chaque langue une fenêtre. Première halte, Paris. Je ne suis pas assez bien. Claire, 42 ans, cadre dans la communication. Une femme brillante, drôle, aimée, mais rangée par une phrase. Je ne suis pas assez. Assez compétente, assez calme, assez mince, assez tout. Une croyance installée depuis l'enfance, héritée d'une mère exigeante, d'un père distant, d'une société où l'on confond perfection et valeur. En thérapie, Claire découvre que cette croyance n'est pas la vérité. C'est une stratégie de survie. Croire qu'elle n'est pas assez lui permettait de rester en mouvement, de faire toujours mieux pour ne jamais risquer le rejet. Petit à petit, elle apprend à dire « Je suis déjà suffisante ». Ce n'est pas un slogan, c'est un apaisement. Aujourd'hui, quand la vieille phrase revient, elle la reconnaît, lui sourit et dit simplement « Merci de vouloir m'aider, mais j'ai grandi ». Deuxième halte, Montréal. Les hommes doivent être forts. Louis, 35 ans, éducateur sportif, grand, solide, le genre de personne qu'on imagine à l'épreuve de tout. Mais à l'intérieur, une autre histoire. Son père lui répétait « Un homme, ça ne pleure pas ». Une croyance culturelle virile transmise comme un héritage. Résultat, pendant des années, Louis a confondu force et fermeté. Jusqu'au jour où il s'est effondré, littéralement, en pleine séance avec un adolescent en détresse. Ce jour-là, il a pleuré, et ça ne l'a pas détruit. Au contraire, il s'est senti vivant. Depuis, il enseigne que la vraie force, c'est celle qui sait résister,
tout en accueillant. Avant, je croyais qu'un mur protégeait. Maintenant, je sais qu'une porte relie. Troisième halte, Séoul. La honte protège la famille. Minji, 29 ans, issue d'une famille très traditionnelle. Depuis toujours, elle croit qu'exprimer un désaccord, c'est faire honte aux siens. Alors elle se tait. Elle choisit des études qu'elle n'aime pas, un fiancé qu'elle n'aime pas, une vie rangée, bien rangée. Mais un jour, la voix intérieure se rebelle. Et moi alors? En thérapie EFS, elle rencontre cette part d'elle qui a appris à se taire pour protéger. Elle la remercie, puis doucement, elle lui apprend une nouvelle phrase. Honorer ma famille, c'est aussi honorer ma vérité. Quand elle prononce cette phrase en coréen, on sent que quelque chose s'ouvre. Une croyance millénaire vient de se transformer sans se briser. Quatrième halte, Dakar. Le succès est collectif. Ibrahima, 50 ans, entrepreneur. Lui, c'est l'inverse. Il a grandi dans une culture où la réussite personnelle n'existe pas dans la communauté. Son problème n'est pas de douter de lui, mais de s'autoriser à exister seul. Quand il commence à gagner de l'argent, il culpabilise. Alors il redistribue tout, jusqu'à l'épuisement. En séance, il découvre qu'il a le droit de garder pour lui, sans trahir les siens. Il formule une nouvelle croyance. Je peux contribuer sans me sacrifier. Ce n'est pas une rupture avec sa culture, c'est un rééquilibrage entre donner et exister. Et il le dit dans sa langue, en wolof, l'enfant, pour aider sa famille, doit d'abord apprendre à marcher. Cinquième halte, Buenos Aires. Changer, c'est possible. Lucia, 63 ans, ancienne professeure. Pendant 30 ans, elle a vécu avec la conviction qu'elle ne changerait jamais. À mon âge, c'est trop tard. Mais un jour, sa fille lui fait écouter un podcast sur la plasticité du cerveau. Elle découvre que le changement n'est pas une question d'âge, mais d'élan. Alors elle s'inscrit à un cours de guitare. Les premiers jours, elle pleure de frustration. Puis un soir, sans s'en rendre compte, elle joue 3 accords justes et elle rit. Ce n'est pas que j'ai changé, dit-elle, c'est que j'ai recommencé à apprendre. Une croyance est dissoute sans bruit, remplacée par une simple curiosité. À travers ces histoires, on entend la même musique, peu importe la langue, les croyances obéissent aux mêmes lois. Elles se forment dans la peur, se maintiennent dans l'habitude et se transforment dans la présence. Celles qui écoutent sans juger, qui questionnent sans menacer.